et bienvenue à l'émission Hommage aux As. Aujourd'hui, mon as, Mireille Magny. Bonjour Mireille. Bonjour Lise. Tu sais qu'on dit hommage aux As parce que As, c'est pour attitude à succès. Attitude à succès. Oui, et je te connais un petit peu et je sais que tu as quand même de grandes attitudes positives orientées vers le succès. Alors, tu es ici parce que tu as accepté de partager avec nous. Alors, la porte est grande ouverte. Vas-y, ma chère, partage-moi ton histoire. Eh bien, tout d'abord, merci de m'avoir invitée à cette attitude à succès. C'est vraiment un hommage, puis en même temps, c'est un défi pour moi d'être ici aujourd'hui, dans le sens où, comme je te l'ai mentionné tantôt, parler de soi en 30 minutes, c'est long et c'est court. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui? C'est sans doute que je ne pourrais pas tout partager, mais te faire comme une grande photo de ma vie pour te permettre de mieux comprendre pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. On a déjà eu l'occasion de discuter de nos expériences, puis c'est sûr que nos expériences nous amènent beaucoup de renseignements sur nous-mêmes, bien que moi je pense qu'elles ne nous définissent pas. La petite Mireille que j'ai été a grandi dans la violence. Bien avant sa naissance, jusqu'à ses 10 ans, il y a eu beaucoup de violence à la maison. Et il y a eu également des attouchements du papa. Donc c'est à l'âge de 10 ans que j'ai dit stop, que j'ai décidé de quitter le lit de mon père pour prendre ma place dans mon corps de fille, de petite fille qui devenait une femme, parce qu'à 10 ans, c'est un peu cette étape-là. Et dans ce cheminement-là, j'ai ressenti quand même beaucoup de solitude. Une solitude, une incompréhension du monde extérieur. Ça a fait de moi une petite fille très timide, très renfermée, mais en même temps, c'est assez drôle à dire, mais je l'aimais, mon père. C'est un peu la seule façon pour moi d'avoir de l'attention et de l'amour. Donc ça a façonné chez moi une attitude aussi dans mes relations avec les hommes. Parce que j'ai appris que l'amour, c'était ça. J'ai pas eu beaucoup d'expériences avec les hommes, mais chaque fois que j'ai eu une expérience à vivre, ça a été dans la violence. À l'âge de 15 ans, j'ai subi un viol qui a duré 10 mois. Viol et violence avec mon premier petit amoureux. Et ça a été un moment très difficile parce que là, j'étais pas du tout dans la même sphère. J'étais plus en compagnie d'un père, j'étais en compagnie d'un individu en qui j'avais confiance, puis je pensais que c'était ça l'amour. C'est trop long à expliquer en quelques minutes ce que c'est de vivre 10 longs mois de violence, parce que c'était vraiment de la violence. J'ai failli mourir dans cette expérience-là. C'est quelqu'un qui a eu le courage d'intervenir à temps. Ça m'a beaucoup déstabilisée, puis ça m'a quand même fait douter du sens de la vie. J'ai fait une tentative de suicide à l'époque. Ça a été T'étais une toute petite fille, 10 ans, 15 ans, ouais. Pour prendre des décisions, de dire je quitte le lit paternel à l'âge de 10 ans. Ça prend quand même, Mireille, énormément de force. Puis j'aime ce que tu dis là. Parce que figure-toi que c'est sûr que j'ai pensé à beaucoup de choses avant de venir ici vous raconter mon histoire. Et c'est le constat que j'ai dans chacune de mes expériences, c'est chaque fois moi qui dis stop. Ce qui fait que je pense que c'est ce qui fait ma force, ma capacité de dire maintenant ça suffit, je n'en veux plus. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque j'étais dans la compréhension de l'expérience, ni non plus dans la... J'ai pas intégré l'expérience en tant que telle encore, j'étais trop jeune. Mais j'ai eu cette force-là, oui, de dire stop. Moi, ça m'impressionne, vraiment. Je vais te dire que moi aussi. Ouais. Alors, et là, après ça, tu as eu ton jeune ami, mais c'est tout ce que tu connaissais. Donc, tu as répété l'expérience. Et après la tentative de suicide, il y a quelqu'un qui t'a arrêté ou... C'est très spécial parce que ma vie a été modelée sur le silence. OK.
C'est sûr qu'on n'en parle pas de ces choses-là. Non, Puis c'est tabou. non. C'est mon frère qui m'a observé, puis qui m'a vu déchirer mes papiers d'identité. J'étais dans la détresse absolue, puis j'ai voulu me jeter sous une voiture. C'est lui qui m'a rattrapée. OK. C'était un acte désespéré, mais instantané, comme ça peut arriver dans Oui. ces moments-là où t'en peux plus, tu passes la limite, puis go. Oui. Puis lui m'a saisi, m'a fait retourner à la maison, puis on n'en a jamais parlé. Il n'y a jamais rien qui s'est passé après. C'est comme, entre parenthèses, un interlude entre parenthèses, comme si c'était pas ça à faire, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Mais mon expérience à moi ne s'est pas arrêtée là, Mais évidemment. non, toi, c'est tout à l'intérieur. Oh oui, oui, oui. Puis j'ai jamais eu l'occasion d'en parler à personne parce que chaque fois que j'ai voulu ouvrir la bouche, il y a eu un tais-toi. Oui, mais peut-être que les gens savent sans vouloir savoir. Tu sais, des fois, tu as quelque chose que tu sais ici, mais tu veux pas que ça monte là parce que ça va être trop douloureux. Ben, je pense que c'est ça que ma maman a vécu sans doute la même chose que moi dans ses expériences. Il y a eu de la violence. Puis sans doute que oui, elle l'a vu, mais n'a pas été armée elle-même pour intervenir. Ouais. C'est confrontant pour le monde extérieur d'être confronté à un individu qui est en souffrance. Hein. Ça nous ramène chaque fois à nos propres souffrances intérieures. Vraiment. Et après ça, est-ce que c'est la guérison qui a commencé? Non, non, pas du tout. En fait, j'ai eu comme un temps de pause où j'ai rencontré un garçon très gentil. Je me suis mis, à 18 ans, j'ai quitté la maison parce que c'était pas ma maison. J'ai quitté la maison, puis j'étais en appartement toute seule, puis avec un copain, puis j'ai fait ma vie. Je me suis construite toute seule finalement. Ça a été un moment comme une parenthèse de douceur. Bien que j'ai jamais travaillé sur moi-même, j'ai jamais expérimenté cette voie-là de partager avec quelqu'un d'autre, ni d'aller chercher les pourquoi, parce que pour moi, c'était normal. Ça faisait partie de la vie normale, donc je pensais pas qu'il fallait faire quelque chose avec ça. J'ai continué à grandir dans mon indépendance, parce que je me suis construite moi-même très indépendante, très forte à l'intérieur, à l'image de ma maman. Ce qui m'a amenée à l'âge de 20 ans à rencontrer un nouveau prédateur, je vais l'appeler comme ça, mais là je suis rentrée dans une gamme vraiment différente. J'ai connu la violence conjugale, mais cet homme-là c'était un psychopathe, réellement. Donc là j'ai vraiment frôlé avec la mort. Pendant 3 ans, je suis restée avec cet individu-là. Donc la dépendance affective chez moi était très forte. Hein. J'ai jamais fait aucun travail personnel pour comprendre pourquoi j'entrais dans ces patterns-là, si tu veux. Et j'ai vécu encore une fois, 3 fois, il m'a vraiment mis KO. Puis je voulais le sauver, évidemment. Tu sais. C'est ça la violence conjugale, on s'oublie complètement dedans. Puis Il t'a mis physiquement KO. Donc, physiquement. il était violent physiquement, pas juste psychologiquement. Non, vraiment. C'est incroyable. Oui. Il a fallu que je descende très bas pour comprendre qu'il fallait que je dise encore une fois stop. Puis je l'ai fait. Puis là, c'est la dégringolade dans le sens où je l'ai quitté, mais cet homme-là, c'était vraiment un psychopathe. Il me suivait partout. Il louait des voitures, il s'infiltrait partout, il trafiquait ma voiture, il a essayé plusieurs fois de me faire quitter la route. C'était vraiment pathologique chez lui. Puis dans cette expérience-là, je n'étais même pas consciente du danger. À un moment donné, j'ai été lasse de me sentir épiée en permanence. C'était du harcèlement pur et simple. Le dire, ça ne reflète pas ce que c'est de vivre quelqu'un qui te suit partout, d'être dans la peur en permanence de le rencontrer à chaque coin de rue. C'était vraiment, je recevais des lettres, c'était vraiment très particulier comme dynamique. Et un jour, j'ai craqué. Il était stationné à 300-400 mètres de chez moi, puis j'ai pris ma voiture, j'étais à sa rencontre. Là, j'ai inversé les rôles. Il a voulu prendre la fuite, mais ça s'est fait que je l'ai repris de revers. Je ne sais pas comment ça s'est fait, ça s'est fait. Puis là, j'ai dit un mot qu'il ne fallait pas prononcer. J'ai dit, je vais aller à la police. Puis là, lui, c'était une armoire à glace. Puis il m'a attrapée par le cou. Et encore une fois,
c'est mon frère qui m'a suivi. Encore? Encore une fois, c'est mon frère qui m'a suivi, qui est monté dans sa voiture, qui est arrivé, vraiment, j'allais perdre connaissance, puis qui a dit « rentre à la maison ». Il a encore fait la même chose. Puis là, ça s'est arrêté là. Mais pendant les 3 années qui ont suivi, j'ai vécu dans une forme d'angoisse et de terreur de le rencontrer. Puis finalement, j'ai appris... j'ai eu plusieurs appels téléphoniques d'une autre femme qu'il rencontrait, qui me disait qu'il était vraiment omnibulé par moi, puis qu'il l'avait tabassé aussi, qu'elle était à l'hôpital. Puis je lui avais dit « mais sors de là, t'es en danger ». Puis elle ne m'a pas écoutée, il l'a tué. Il l'a tué? Il l'a tué, puis il s'est tiré une balle. Donc, tu vois, ma vie a été vraiment dans un cercle de violence extrême. Quand je dis que les mots ne reflètent pas l'extrémité, les mots ne peuvent pas refléter ça. C'est pas possible de relater l'expérience en tant que telle. Mais là, je t'avoue que je suis un petit peu... oui, on a déjà partagé, mais en même temps, pas autant. Et là, tu as passé de là à policière. Oui. Tu sais, c'est comme les extrêmes de je suis victime de et je reprends le pouvoir totalement. Comment tu as pu faire pour être capable d'avoir... Tu sais, c'est une force intérieure. En fait, après cette rencontre-là, j'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai 3 enfants avec cet homme-là. Avec lui, c'était plus de la violence psychologique, manipulateur. C'était pas un méchant garçon, c'était quelqu'un qui était en souffrance. On vivait sensiblement les mêmes choses, puis on se nourrissait l'un à l'autre là-dedans. C'était plus ça qu'autre chose. Puis l'élément vraiment, l'électrochoc, c'est le cancer de ma fille. Une de mes 3 filles a eu un cancer à l'âge de 5 ans. Puis là, j'ai été confrontée au sens de la vie, à la valeur de la vie. C'était plus ma vie qui était en jeu, c'était celle de mon enfant. J'ai vu des enfants partir pour mourir, j'ai vu des familles détruites à cause de ça, j'ai vu des parents défaits. Puis je me suis vraiment questionnée sur mais comment je la vis, ma vie? Qu'est-ce que j'ai vécu jusque-là? C'est quoi tout le sens de tout ça? Puis c'est quoi ma propre valeur? Qu'est-ce que je vis? Et finalement, ça m'a fait ouvrir grand les yeux sur je la vis pas, ma vie. J'ai créé un idéal parce qu'en fait, je me suis projetée dans il me faut une famille, il me faut ci, il me faut là pour me sécuriser. Mais je la vivais pas, ma vie. J'étais comme, entre parenthèses, encore une fois. Fait que là, j'ai retourné tout ça. J'ai quitté le père de mes enfants. Puis j'ai eu la chance de rencontrer mon conjoint actuel. Et je suis rentrée à l'académie de police j'avais 38 ans. Avec 5 enfants. Ça fait 38 ans que vous êtes ensemble? Non, j'avais l'âge de 38 ans quand je suis rentrée à l'académie de police. OK. Ouais. Ah, mais quand même. Quand même. Il m'a fallu plusieurs années. On a de la misère à détecter. Tu as quand même une allure tellement jeune. C'est comme 38 ans, pour moi, c'est comme maintenant, là. Non, j'en ai bien plus que ça. Tu les fais bien. Merci. En réalité, oui, je suis rentrée à l'académie de police. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Ça a été pour moi la révélation. C'est quoi l'élément déclencheur pour décider d'aller à l'académie de police? Tu sais, là, le sauveur en soi. À un moment donné, quand tu n'es plus victime, tu passes par plusieurs étapes. Puis chez moi, l'étape suivante, ça a été le sauveur. Mais le sauveur, il ne connaissait rien. Il ne savait pas qu'il y avait des gens à sauver. Il y avait juste un besoin vital intérieur de faire quelque chose. Puis j'ai été attirée par la police, oui. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait d'autres personnes qui souffraient. Finalement, j'étais plus toute seule. Puis je connaissais les gens, je connaissais la souffrance, je connaissais l'impact de la souffrance, je connaissais le cheminement, d'où ça vient, jusqu'où ça va. Je n'avais pas encore toutes les réponses pour solutionner ça parce que quand tu es sauveur, on n'est pas dans une bonne game encore, là. On est vraiment on veut récupérer quelque chose qui nous appartient. On veut faire quelque chose pour se sauver ça, mais ce n'est pas encore dans ma conscience en ce temps-là. Mais ça m'a ouvert la voie sur, oui, il y a des gens qui souffrent. Je ne suis pas la seule à vivre ça et ce n'est pas normal. La vie, ce n'est pas la souffrance. Là, ça m'a permis vraiment de conscientiser beaucoup de choses puis d'aller chercher mes forces intérieures. Là, je les ai conscientisées puis je les ai fait remonter à la surface.
C'était vraiment une expérience formidable où j'ai développé l'assistance à la victime, où j'ai fait partie d'un pool spécifique qui m'a permis vraiment d'aider. Ma sauveuse intérieure était en action. Puis j'ai quitté la Belgique parce que, évidemment, vous avez entendu mon petit accent, je ne suis pas québécoise. Presque. C'est ça. Mais je suis presque plus belge. Hein? Je viens d'avoir un beau lapsus révélateur. En fait, j'ai quitté la police pour venir m'installer ici. Puis là, j'ai fait mes formations de thérapeute. De thérapeute en relation d'aide. Tout ce que j'ai entrepris depuis 4 ans, c'est comme si je venais valider toutes mes expériences. J'ai fait un méga travail sur moi pour me permettre de non plus subir, mais de les intégrer et d'en connaître toute la valeur, toutes les vertus. Ça, c'est ce que je vis présentement. Selon toi, à travers ton cheminement, quelle a été, excuse-moi, l'attitude à succès qui a été la plus révélatrice pour toi, qui a été la plus... Tu sais, chaque fois que j'ai dit non et chaque fois que j'ai dit stop, ça a été une attitude à succès. Dans ce que j'étais capable de faire. Donc, mettre ses limites. Oui. D'établir ses limites. C'est tout un processus de ne plus être victime. Puis, honnêtement, aujourd'hui, je me sens vraiment pas victime. Quand on reste dans la victime, on nourrit quelque chose de pesant à l'intérieur de soi. On n'est pas dans nos forces, là. Fait que sortir de la victime, ça demande de recevoir l'expérience, de l'accueillir, puis de la remercier d'être présente. Je n'ai aucun regret pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu. J'aime mon père et ma mère pour ce qu'ils sont, c'est leur façon à eux de m'avoir donné de l'amour. J'aime chacun des hommes que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont fait découvrir des choses en moi que j'avais à découvrir. En fait, moi, ce que j'entends, c'est que au lieu de mettre de l'énergie à haïr et à détester, tu as mis l'énergie à t'aimer toi. Complètement. Et à prendre soin de toi. Ouais. C'est un beau choix, là. Tu sais, je pense que tu as fait le bon. Ben, c'est celui qui nous rend le plus fort. Oui. Parce que quand tu es dans la résistance de l'expérience, quand tu l'as subi en permanence, parce que quand tu résistes, tu subis. Là. Ouais. Tu sais, ta vie, elle passe pendant que tu es derrière puis que tu fais stop. Tu sais, tu résistes, tu ne dis même pas stop, c'est toi qui veux le freiner, mais parce que tu ne veux pas la vivre. Mais à partir du moment où tu dis, là, maintenant, je vais l'accepter parce que c'est réellement arrivé, ben, tu ne peux qu'en recevoir toutes les vertus. Puis s'aimer soi-même, c'est vraiment prendre le pas là-dessus. Là. C'est pas un combat. La vie n'est pas un combat. Je n'ai aucune envie de combattre quoi que ce soit, ni la violence des hommes qui sont violents, ni quoi que ce soit, parce que ça nourrit quelque chose dans la victime. Ça prend trop de place. Quand on combat ou qu'on résiste, ça veut dire que tout notre focus est sur le combat. Sur le combat. Et puis tu t'oublies. Et tu t'oublies. Complètement. C'est ce que j'ai appris et c'est ce que je véhicule au jour le jour. De plus en plus, puis je l'utilise maintenant parce que oui, je vis encore des petites expériences. Je les appelle les petites expériences parce qu'on va se le dire, je les ai vécues, mes grosses expériences. Donc aujourd'hui, qu'elles soient dans le « wow » ou qu'elles soient « ça fait ça quand je vis ça », je les accueille. Je les accueille avec plaisir et reconnaissance. Oui, là quand tu arrives avec « je les accueille avec plaisir et reconnaissance », c'est là que moi, je suis un peu... là, un instant pour le plaisir, j'accueille puis passe vite. mais je comprends la partie, on ne veut pas mettre d'énergie sur le négatif puis sur ce qui nous fait mal. Oui. En fait, quand je dis je l'accueille en... Tu sais, oui, dernièrement, j'ai vécu une expérience qui a été déclencheuse de quelque chose qui est remonté. Puis ça a été un moment inconfortable. J'ai eu à m'arrêter et prendre le temps pour moi. C'est ce que je fais présentement d'ailleurs, c'est « OK, j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça. » Tu sais, je mets mon attention dans « ça fait ça quand tu vis ça, puis pourquoi ça est là? » Ça me permet d'aller valider que dans l'expérience, j'avais encore quelque chose à comprendre, qui n'était pas intégré, digéré, qui n'était pas encore libéré, mettons, on va le dire comme ça.
Parce qu'il faut le libérer, c'est se dire, j'en ai plus besoin, je peux le laisser s'en aller. Puis, oui, je comprends que tu aies un peu de mal à saisir ça, puis c'est pas évident de le comprendre, hein, mais quand tu comprends que c'est beaucoup plus facile d'accueillir l'expérience. Mettons qu'on ait une dizaine de personnes et qu'on regarde un tableau. On va tous ressentir des choses différentes devant ce tableau-là. Clairement. Et la façon dont on va vivre ces émotions-là va déterminer la façon dont on va se détacher de ces émotions-là. Si je ne veux pas voir ces émotions-là, je vais rester prise avec comme une pensée, quelque chose qui vient en permanence. Dans le fond, on parle de l'effet miroir d'une émotion. Quand on regarde, tu sais, je pense que si on peut reconnaître une émotion chez l'autre, c'est qu'on l'a à l'intérieur de soi. Bien sûr. Donc, ça, je peux comprendre ça. Les émotions, je pense qu'il faut en prendre conscience pour être capable de décider si on la laisse passer ou si on va la vivre, si elle va bloquer quelque part. Mais au départ, pour pouvoir régler quelque chose, il faut tout à fait en prendre conscience. Ah, c'est la première étape. Donc, quand tu dis, je vais dire le mot scanner, je me scanne, donc je vois que je vis une émotion là et que ça me fait cet effet-là. Bien, pourquoi? Est-ce que ça vient relever des anciennes bulles? Est-ce que ça vient relever des anciennes blessures? Ou est-ce que c'est vraiment blessé, c'est vraiment passé, et puis là, regarde, je suis forte parce que la vie nous ramène, hein? Complètement. Toujours. Je vais te donner un exemple plus concret. Dernièrement, il y a quelque temps, quelqu'un s'est adressé à moi de manière assez brutale et m'a dit « tais-toi », mais je ne peux même pas remettre l'expression ici, c'était coupant. Je l'ai dit tantôt, hein, en tout début de notre rencontre, j'ai dit « le silence ». Je ne sais pas qui m'a dit de me taire, mais je sais que quand elle m'a adressé la parole sur ce ton-là, moi j'ai été tétanisée à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'est mon corps qui me l'a démontré, qui m'a démontré qu'il y avait quelque chose qui s'était passé parce que je suis devenue de plus en plus fatiguée, puis pas bien dans mon corps. Puis là, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Donc, bien sûr, j'ai appris à identifier ces petits messages physiques, autant physiques que mental ou psychologiques. Hein. J'ai appris à identifier ces choses-là. Il m'a fallu au moins 1 mois pour déterminer qu'effectivement, c'est ces mots-là qui ont été l'impact, le déclencheur. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Je les ai subis pendant 1 mois. Tu comprends? Il m'a fallu vivre ce processus d'intégrer l'information et d'être dans la non-résistance de l'information. Si j'étais rentrée dans le conflit avec l'individu qui m'a parlé comme ça, je suis passée à côté de la traque. Oui, parce que là, le conflit aurait fait beaucoup de bruit. Oui. Et ça l'aurait enterré ce que tu vivais à l'intérieur. Complètement. Je ne sais pas si ça te permet de mieux comprendre ce que je veux verbaliser quand je dis qu'il faut accueillir. Oui, c'est un processus. Oui, il faut prendre le temps de le vivre, ce processus-là. Puis c'est s'accueillir soi là-dedans. C'est ça, se donner de l'amour et de l'importance. Parce que j'en veux absolument pas à cette personne de m'avoir parlé comme ça. Elle m'a rendu un grand service. Elle m'a permis de mettre en émergence quelque chose que j'avais à régler. Yes! Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'une attitude à succès qui est toute la capacité que tu as de rendre tout positif et d'avoir de la gratitude envers tout ce qui se passe? Bien sûr. Ça, c'est une attitude à succès? Bien sûr. En fait, on a plein d'attitudes à succès, mais il était là à la base. Moi, peut-être que dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Je pense qu'on les a tous à l'intérieur de nous, ces ressources-là. Puis, à un moment donné, dépendant de comment on vit notre vie, on les fait ressurgir, on les nourrit, ces ressources-là, et on apprend à les faire fructifier, puis à s'en servir. Mais tu sais, le courage que tu as eu, la force que tu avais, c'est vraiment, tu y as donné, tu les as laissés émerger à leur plein potentiel. Oui, clairement. Vraiment. On est tous avec le même bagage à la base. Hein? Oui, nos expériences sont différentes, mais elles font la même chose à l'intérieur, tu sais. Il n'y a pas quelqu'un qui a vécu pire que l'autre. C'est la façon dont on reçoit l'expérience
qui rend les choses pires que l'autre. C'est notre perception des choses. Voilà. Nos lunettes sur ce qui arrive. Complètement. Je ne mets pas le focus sur la violence en tant que telle. Je mets le focus sur c'est quoi que j'ai ressenti, ça fait quoi quand je vis ça, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça. C'est différent. Oui. Parce que si je mets mon focus sur la violence en tant que telle, là, je rentre dans la victime. Oui. Et je nourris la victime. Puis j'en sors pas, là. C'est un cercle vicieux. Ouais. Mireille, je trouve que tu es une femme extraordinaire, qui a une force et une résilience qui dépasse ce qu'on voit. Tu es une petite femme toute douce, toute tranquille, mais attention à l'intérieur de ce corps. Et moi, j'avais le goût de t'offrir une plante qui est une forme de caoutchouc. On l'appelle, c'est une plante tropicale, mais elle est très, très résiliente. Ses pétales sont très fortes. Et puis, ils ne demandent pas beaucoup d'eau. Alors, très résiliente. Et je t'ai écrit une petite carte où je t'écris « La résilience, c'est la clé qui ouvre les portes du paradis aux êtres sensibles. Madame Magnier, vous avez les ailes d'un ange. Merci de nous inspirer. » C'est apprécié, merci. C'est une étape pour moi de recevoir ce que j'ai jamais reçu finalement. C'est comme une forme de reconnaissance, mais en même temps, ça n'a pas la saveur que ça aurait eu quand j'étais jeune, où j'aurais eu besoin. Ici, ça vient me conforter, ça vient m'asseoir dans ce que je suis, dans cette forme de moi que j'apprécie le plus, celle qui vit sa vie pleinement maintenant. Mais tu sais, je pense que on est comme un coffre au trésor dans lequel on met plein d'expériences. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu le privilège d'ouvrir le coffre et de rencontrer une femme extraordinaire. Merci, Mireille. Ben, merci à toi aussi de m'avoir accueillie et de m'avoir permis cela. À la maison, je vous dis à la prochaine.